Je viens de filmer en fait et je me suis rendu compte que j'avais branché mon micro mais que je n'avais pas allumé. Donc je me retrouve avec une vidéo sans le son. Voilà. Est-ce que je suis vraiment prête pour reprendre les vidéos? Je ne sais pas. Bonjour quand même, bonjour tout le monde, je vais essayer de refaire du coup cette petite vidéo. Je dois dire que ça m'avait manqué de ne plus filmer pendant tout ce temps et j'avais vraiment envie aujourd'hui d'allumer ma caméra et de vous parler un petit peu. Donc c'est très spontané, comme vous le voyez, il n'y a pas d'éclairage, donc on espère que la vidéo, la lumière n'est pas trop pourrie, mais j'avais vraiment envie de me poser sans me prendre la tête, hein. Les vidéos un petit peu plus pro, un petit peu plus travaillées reviendront plus tard. Là vous avez droit à ma tête de jeune maman un petit peu fatiguée, pas maquillée et posée tranquillement sur son canapé, histoire de discuter un petit peu avec vous. Comme je vous le disais, filmer m'avait beaucoup manqué et là j'ai une envie soudaine d'allumer ma caméra et de vous retrouver enfin, parce que je pense que ça fait plus de 2 mois que j'ai pas filmé. Comme vous vous en doutez, mon fils est né fin février, il a quasiment 7 semaines, on dit très vite, il s'appelle Erwan. Je vous en ai brièvement parlé sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et Instagram. C'est peut-être pas très utile de le préciser, mais je ne compte pas vous le présenter. Je pense que son image n'appartient qu'à lui et il fera le choix plus tard, quand il sera grand, de se montrer sur internet ou pas. Je voulais quand même vous remercier parce que suite à l'annonce de sa naissance, vous avez été très nombreux à me mettre plein de petits mots vraiment très gentils, plus gentils les uns que les autres. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Donc merci à vous. Tout le monde se porte très bien. On est en train de reprendre nos marques. Ça y est, on a appris à se connaître, mais maintenant il faut que je retrouve un rythme petit à petit. Donc évidemment, il n'y aura pas de vidéo de manière très régulière pour le moment parce que ça va être très compliqué pour moi. Déjà là, d'allumer cette caméra aujourd'hui, c'était inespéré. D'ailleurs, je me suis réveillée ce matin, je pensais pas du tout que j'allais le faire. Mais voilà, j'avais envie. Et c'est parti. Pour remettre un petit peu tout ça en contexte, j'ai regardé pendant ma pause déjeuner la vidéo de Lemon June où elle parlait du roman Bonjour Tristesse. Elle a fait une lecture un petit peu en direct et je me suis dit tiens, pourquoi pas, je pourrais faire la même chose avec la lecture que je vais tout juste commencer. J'avais pas forcément envie de le faire avec une lecture où je pourrais prendre le risque de vous spoiler, mais là en l'occurrence c'est une lecture très connue et je pense que je ne prends pas beaucoup de risques. Peut-être que certains me voient venir. En effet, sur Twitter et Instagram, il y a quelques jours, je vous ai demandé de me choisir ma prochaine lecture. Et vous avez été très nombreux à voter pour Harry Potter et la Coupe de Feu. J'avais mis 3 titres et très honnêtement, je pensais pas forcément que vous alliez choisir celui-ci, bizarrement. Alors j'en ai un petit peu discuté avec Trépi et lui il trouvait que c'était très prévisible. Moi franchement, je me suis laisser surprendre si je puis dire parce que je trouvais pas ça forcément logique que vous choisissiez celui-là puisqu'on en a tellement parlé, vous l'avez certainement déjà tous lu, mais si, vous avez été plus de 60% à le choisir. C'est une relecture pour moi, je l'ai déjà lu évidemment. Et d'ailleurs, j'ai une relation un peu particulière avec ce livre, je vais vous en parler tout de suite. En fait, lorsque j'étais ado, j'avais mon petit côté rebelle, n'est-ce pas, qui était exacerbé un tout petit peu, mais toujours est-il que les produits d'appel entre guillemets, enfin pas forcément les livres, mais en général les choses qui faisaient beaucoup parler d'elle me rebutaient énormément. Et donc comme Harry Potter a fait un carton quasiment dès sa parution du premier tome, il me semble, moi c'est une lecture qui m'attirait pas, on en parlait trop et j'étais pas décidée à lire cette série en fait, tout simplement. Et puis à Noël, j'ai retrouvé ce tome-ci sous mon sapin. Donc voilà, je ne sais même plus qui me l'a offert. Enfin, je pense que j'ai jamais su visiter le Père Noël, évidemment. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu le tome 4. Bon, comme c'était un cadeau, j'étais quand même un petit peu embêtée. Je me suis dit, je vais le tenter. Je sais pas d'où je me suis dit, tiens, je vais commencer par le tome 4, ça va le faire. Enfin bon, la personne m'a offert, je me suis dit, peut-être que ça passe. Non, ça passe pas évidemment, on comprend pas grand chose, surtout que ce tome-ci, rappelez-vous, commence d'une manière assez originale, puisqu'on est dans la maison des Gédusors lorsque le jardinier écoute une conversation entre vous savez qui et le rat, comment s'appelle-t-il, Queue de Verre.
et il se fait tuer par le serpent Nagini. Donc évidemment pour quelqu'un qui n'a pas lu les 3 premiers tomes, c'est assez obscur et finalement mon papa a eu pitié de moi je pense et il m'a offert les 3 premiers tomes en poche. Je lui avais pas forcément demandé, je crois que celui-là du coup je l'avais abandonné dans un coin. Encore une fois, je me suis sentie un petit peu redevable, bon, on me les a offerts, allez je tente, donc j'ai commencé le tome 1 et la suite de l'histoire, je pense que vous la devinez, comme des milliers, des millions de lecteurs. J'ai complètement craqué pour Harry Potter et l'univers fantastique créé par J.K. Rowling. Alors Harry Potter et la Coupe de Feu, c'est pas mon préféré. Je pense qu'encore aujourd'hui, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, comme beaucoup d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires quel est votre préféré à vous. Mais voilà, je suis quand même super ravie de le lire. En fait, je me suis décidée à faire la relecture de toute la série il y a quelques temps. Je pense même que ça se compte en années parce que je le fais très très lentement. Donc j'ai déjà relu du coup les 3 premiers tomes. Et donc là, je vais attaquer ce tome-ci. Je vais arrêter de blablater parce que le but c'est pas non plus que je vous fasse une vidéo interminable. Je vais me plonger dans cette histoire et je vous reprendrai un petit peu plus tard. Je vous retrouve le lendemain pour faire un petit point. J'ai l'impression d'être un petit peu sombre, mais bon, encore une fois, on va faire comme on peut. Il y a eu du ravalement de façade. J'ai l'impression d'être un petit peu plus fraîche qu'hier. Bref, passons au vif du sujet. J'ai lu hier environ 70 pages d'Harry Potter et la Coupe de Feu, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui m'a déjà bien permis de m'immerger dans cet univers qui m'avait beaucoup manqué. À chaque fois que je relis un Harry Potter, je me rends compte à quel point c'est un plaisir de lire ces histoires. Je me rappelle à chaque fois l'histoire, grosso modo, hein. Il n'y a plus vraiment de surprise, et pourtant, il y a plein de petits détails qu'on a oubliés. En tout cas, c'est mon cas, et c'est pour ça que je prends autant de plaisir à relire les Harry Potter. C'est pour ces petits détails qui sont certainement enfouis très très loin dans ma mémoire, que j'ai complètement oubliés. Et puis quand je relis, je me dis ah bah oui c'est vrai, puisque voilà, on a aussi beaucoup l'image du film en tête, mais dans le film évidemment il y a beaucoup de détails qui sont passés à l'as. Je suis aussi absolument ravie de retrouver la plume de J.K. Rowling que j'adore. J.K. Rowling, elle a une plume assez franche, je trouve. Elle ne va pas par 4 chemins, elle essaye pas de faire du Shakespeare, mais ça n'empêche pas qu'elle ait une très jolie plume, je trouve. J'adore ses phrases, comment elles sont tournées. Je trouve que chaque mot est choisi avec soin. Elle a toujours cette petite pointe d'humour qui lui est propre. D'ailleurs, elle a une plume qui lui est propre, je trouve. Je pense que si on nous lisait un petit extrait d'un de ses romans en nous disant voilà, c'est qui l'auteur, je suis persuadée qu'on arrivera à deviner que c'est elle, que ce soit dans les Harry Potter, que ce soit dans Une place à prendre ou que ce soit dans les romans qu'elle a écrits sous le nom de Robert Galbraith. Elle a sa patte très caractéristique et définitivement j'adore sa plume. J'ai été aussi absolument ravie de retrouver les frères Weasley, donc c'est-à-dire, je parle des jumeaux, là en l'occurrence, de Fred et George Weasley. Je les adore et je pense que ce sont définitivement mes personnages préférés de la saga. Je me rappelais plus que leur côté un petit peu farce et attrape prenait beaucoup d'ampleur dans ce tome-ci. Je me rappelais plus d'ailleurs d'un passage qui m'a fait beaucoup rire lorsque les Weasley vont chercher Harry Potter chez les Dursley. Fred s'arrange pour faire tomber des pralines. Dudley va évidemment en ramasser un, d'autant plus qu'il est au régime, donc il est complètement frustré parce qu'il peut rien manger. Il mange la praline et il se retrouve avec une langue qui fait 1 mètre de long. Ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Ils commencent vraiment à mettre en place leur petite création. On sait tous que ça va aboutir à une boutique juste magique et extraordinaire, mais voilà, là ce sont les prémices et j'apprécie vraiment de lire tout ça. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. J'ai lu que 70 pages, donc bon, il n'y a pas non plus moult choses à dire. Je crois que c'est déjà pas mal. Là, j'en suis donc au moment où Harry a rejoint le terrier et il s'apprête à aller à la Coupe du Monde de Quidditch, donc, eh bien, let's go! Pendant une fraction de seconde, Harry pensa qu'il s'agissait d'un autre vol de Farfadet. Puis il s'aperçut que la forme représentait une gigantesque tête de mort, composée de petites lumières semblables à des étoiles d'émeraude, avec un serpent qui sortait de la bouche comme une langue.
Sous leurs regards stupéfaits, la tête de mort s'éleva de plus en plus haut, étincelant dans un halo de fumée verdâtre se découpant sur le ciel noir comme une nouvelle constellation. Et soudain, une explosion de cris retentit dans le bois alentour. Harry ne comprit pas pourquoi, mais seule la brusque apparition de la tête de mort pouvait avoir déclenché tous ces hurlements. La forme verte s'était élevée suffisamment haut à présent pour illuminer le bois tout entier, telle une sinistre enseigne au néon. Harry regarda parmi les arbres pour essayer d'apercevoir celui qui avait fait surgir la tête de mort, mais il ne vit personne. Je vous retrouve pour un nouvel update, sans lunettes cette fois parce que je me suis placée dans un endroit où c'était juste pas possible, il y avait plein de reflets. Je vous retrouve quelques jours après l'update précédent parce que j'ai pas forcément eu beaucoup de temps à moi pour lire ces derniers jours, notamment à cause du week-end de Pâques. Bref, passons. J'ai lu à peu près un tiers du livre et j'avais envie de vous parler de 2-3 petites choses. Donc je vous avais quitté la dernière fois juste avant la Coupe du Monde de Quidditch. Je voulais juste noter que j'ai pris un grand plaisir à relire les descriptions des tentes que les sorciers installent dans le camping juste à côté pour pouvoir dormir la nuit après le grand match. Pourquoi? Écoutez, tout simplement parce que je suis quelqu'un qui déteste absolument le camping et la description d'une tente qui, d'apparence, a l'air tout à fait normale, mais lorsque vous rentrez à l'intérieur, vous vous retrouvez dans un espèce de palace. Enfin, pas forcément, puisque dans le cas des Weasley, c'est pas un palace, mais leur tente quand même, c'est une petite maison, quoi. Et moi, j'adore. Je veux bien faire du camping lorsque tout le confort que l'on peut rêver est possible, en fait. Donc voilà, j'adore absolument les tentes des sorciers. Si jamais vous savez où je peux en trouver une, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je vais arrêter de craquer. Passons à la deuxième chose que je voulais vous dire. J'ai été surprise de voir que c'est dans ce tome-ci que Hermione commence son combat pour aider les elfes de maison. Donc sa société s'appelle la SALE. J'étais persuadée que c'était dans le tome 5. Voilà, donc j'étais surprise de voir qu'en fait non, c'est dans le tome 4 que Hermione commence à vacciner tout le monde pour que les elfes de maison soient enfin payés, pour qu'ils aient des droits. Et tout le monde lui répète à longueur de temps que les elfes de maison sont très heureux de leurs conditions. Elle n'en démord pas, elle a envie de les sauver, surtout depuis qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait plein d'elfes de maison, environ une centaine je crois, à Poudlard, et que ce sont eux qui s'occupent de leurs draps, de leurs repas, etc. Et pour rester sur Hermione, la dernière chose que je voulais vous dire, j'ai été assez choquée, là, pour le coup. Rappelez-vous, lors d'un des premiers cours que donne Maugrey Folleuil au 4e année, il décide de leur parler des sortilèges impardonnables et en plus de leur en parler, il va leur montrer, puisqu'il va prendre des araignées et il va à chaque fois faire subir à chacune des araignées donc un des sorts impardonnables. Et dans le livre, en fait, Hermione va lever la main et va citer le sortilège impardonnable de la mort, donc Avada Kedavra. Juste après, évidemment, Maugrey va tuer l'araignée. Il se trouve que dans le film, ça ne se passe pas comme ça. Alors, je pense que quand j'ai lu le livre pour la première fois, ça ne m'a pas du tout choquée. Mais entre-temps, j'ai vu le film. Et dans le film, en fait, c'est Maugrey qui va interroger Hermione. Et Hermione, elle a les larmes aux yeux et elle décide de ne pas donner la réponse, bien qu'elle la connaisse. Et je suis vraiment choquée de devoir dire ça, mais là, exceptionnellement, je préfère la version du film. Je préfère l'Hermione qui se bat pour ses convictions, pour ses principes et qui décide volontairement de ne pas donner la réponse parce qu'elle ne cautionne pas tout simplement le comportement de Maugrey Folleuil envers les araignées et même en général, puisque c'est quand même assez choquant de faire une démonstration de ces sorts impardonnables devant des élèves. Dans le livre, voilà, c'est elle qui va lever la main, c'est elle qui va donner la réponse et j'étais un peu déçue. C'est incroyable mais vrai. Alors je sais pas vous ce que vous en pensez de tout ça, mais moi honnêtement je préfère la réaction qu'elle a dans le film, même si dans le livre on voit bien qu'elle est pas à l'aise avec tout ça. Oui, je dois dire que j'ai pas trop aimé sa réaction. Alors là où j'en suis, eh bien les champions de chaque école ont été tirés au sort, donc dans la coupe de feu, enfin tirés au sort pas vraiment puisque c'est la coupe de feu qui choisit. Et j'arrive à la fin du chapitre où un 4e petit papier va sortir de la coupe de feu et donner le nom d'Harry Potter. Je vous retrouve un peu plus tard pour la suite de ma lecture. Info inutile de cette vidéo, la première tâche du tournoi des 3 sorciers a eu lieu le jour de mon anniversaire.
Je vous retrouve aujourd'hui pour conclure cette vidéo. Il s'agit du dernier update de ma lecture en direct de Harry Potter la Coupe de Feu. Ça y est, j'ai terminé de le lire il y a de ça quelques jours et je prends enfin le temps de venir vous en parler. J'avais encore 2-3 petites choses à souligner. La première qui est un clin d'œil, et ça m'a fait beaucoup rire en fait de me rendre compte que Hagrid, lors de son cours aux soins aux créatures magiques, décide de présenter aux 4e année les Nifleurs. Il décide d'organiser d'ailleurs une chasse au trésor géante et c'est à celui qui déterrera le plus d'or de Farfadet grâce à son Nifleur. Et vraiment ça m'a fait sourire parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le film Les Animaux Fantastiques et j'ai complètement craqué, comme je pense la plupart d'entre nous, sur cette petite créature qui est le Nifleur, très coquine, très sournoise mais tellement mignonne. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que on plonge vraiment dans l'adolescence dans ce tome-ci. On sent que nos personnages principaux, ça y est, sont dans l'âge un petit peu con, surtout Ron d'ailleurs. Je trouve que Harry reste relativement fidèle à lui-même et Hermione, je trouve au contraire, prend vraiment en maturité. Je pense que J.K. Rowling a suivi les stats qui disent que les filles grandissent plus vite que les garçons. En tout cas, j'ai trouvé ça plutôt marrant de retrouver nos personnages principaux dans les tourments de l'adolescence. Je trouve que plus on avance dans le livre et plus il y a des différences avec le film. Ce qui m'a plu dans le livre, c'est de découvrir avec plus de détails les histoires autour de Barty Croupton et sa famille et également tout ce qui a en rapport avec Ludo Verpet. J'ai bien aimé cette partie de l'histoire qui est relativement secondaire mais qui est tout de même intéressante et finalement Ludo Verpet, je me rends compte, est complètement inexistant dans le film. On ne sait pas que ce personnage existe alors que franchement c'était plutôt sympa à lire. Évidemment, comme toujours dans les adaptations, on ne peut pas tout mettre et c'est bien la preuve qu'il vaut mieux lire les livres pour avoir toutes les informations. Évidemment, je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que ce tome est clairement un tome de transition entre les 3 premiers et les 3 derniers. Il est plus sombre et il annonce des temps plus sombres, notamment évidemment avec le retour de Voldemort. D'ailleurs, en parlant de ça, j'étais très surprise parce que bien évidemment, je connaissais à l'avance la fin de l'histoire. Malgré tout, plus je m'approchais du moment où Harry allait attraper la coupe de feu qui finalement s'avère être un porte au loin qui va l'emmener directement dans le cimetière auprès de Voldemort, et plus j'avais mal au ventre. J'ai vraiment vécu le moment tragique de l'histoire à fond et je redoutais absolument le moment où il y aurait cette confrontation entre nos deux personnages qui sont antagonistes finalement, donc Voldemort le mal, Harry Potter le bien. J'étais très surprise de ma réaction, c'était vraiment plus fort que moi, j'ai eu vraiment mal au bide et j'étais vraiment soulagée lorsque Harry reprend le porte-au-loin, récupère le corps de Cédric, c'est pas très joli dit comme ça, et retourne à Poudlard, même si évidemment lorsque Harry retourne à Poudlard, l'histoire n'est pas encore finie. C'était à peu près tout ce que je voulais vous dire, je pense que vous vous en êtes rendu compte, j'ai mis énormément de temps à lire ce roman, alors oui c'est un pavé, mais je pense que normalement ça se lit beaucoup plus vite que ça, je l'ai déjà lu beaucoup plus rapidement, mais le fait est que actuellement j'ai un rythme de lecture assez lent, j'ai pas forcément énormément de temps à moi pour lire, et il se trouve que du coup ce livre, pour pouvoir arriver à l'avancer un petit peu plus vite, je l'ai lu une bonne partie à voix haute, j'avais mon fils avec moi et je lui ai raconté l'histoire. Je pense qu'il n'est jamais trop tôt pour baigner dans l'univers Harry Potter. Je suis sûre que vous me contredirez pas, d'ailleurs peut-être que vous l'entendez, il n'arrête pas de gazouiller puisqu'il est à côté de moi. Je vais aller m'occuper de lui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. La prochaine fois je vous ferai un update de mes dernières lectures parce qu'il y en a quand même 5 je crois qu'il faut que je vous présente. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!